Stéphane. Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. C'est la fin du suspense. Il devrait être 10 à concourir à l'élection présidentielle française. Les candidats, vous le savez, avaient jusqu'à vendredi, 18h heure française, pour déposer leurs 500 signatures. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de la campagne et certains sondages donnent Nicolas Sarkozy en tête du premier tour. François Hollande doit-il s'inquiéter, notamment de la percée de Jean-Luc Mélenchon? Il y a tout juste un an commençait la révolution syrienne. Plus de 9000 personnes ont été tuées, en majorité des civils. Quel est le bilan un an après? Bachar el-Assad est encore loin d'avoir perdu. Et puis le Qatar continue ses emplettes en France. Il vient de prendre une participation dans LVMH. Pourquoi la France intéresse-t-elle tant ce petit émirat du Golfe? Eh bien, voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités, que nous poserons notamment à Ziad Limam, qui est le directeur du mensuel Afrique Magazine, que nous poserons à Vincent Hugeux, qui est grand reporter à l'Express, auteur, et je montre tout de suite votre dernier ouvrage, Afrique, le mirage démocratique, aux éditions CNRS. Paul Taylor, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à Reuters, spécialiste des questions européennes et également chroniqueur européen à l'International Herald Tribune. Et avec nous, Christian Mallard. Christian, bonsoir. Vous êtes éditorialiste de politique étrangère à France 3, auteur de Dans les secrets des maîtres du monde, et c'est aux éditions Fayard, et on parlera de La Martinière. La Martinière. Voilà. Oh, excusez-moi. La Martinière. Et on parlera de l'un de ces maîtres du monde ce soir, Bachar el-Assad, que vous avez rencontré à plusieurs reprises. Il devrait donc être 10 à concourir à l'élection présidentielle du 22 avril. Ils ont obtenu leurs 500 parrainages. Un grand absent, on va en parler dans un instant, Dominique de Villepin. Je vous propose, avant d'en parler, d'écouter les réactions à droite, à gauche. Et on va commencer par Daniel Vaillant, qui est le mandataire de François Hollande. C'est entre 4000 et 5000 parrainages qui sont parvenus, je dirais presque naturellement, au Conseil constitutionnel. Hier après-midi, c'est 4500, mais je pense que voilà, il n'y a pas de souci. Sauf miracle républicain, je n'aurai pas les 500 parrainages requis et je serai donc empêché de participer à l'élection présidentielle. 8 mois de travail énorme, on s'est acharné, on y a cru et on a eu raison. Et puis aujourd'hui, c'est toute la fierté d'avoir réussi, c'est la fierté aussi de pouvoir représenter le camp des opprimés. Tous ceux qui ont cru que je céderais devant le torrent d'insultes, de rumeurs, de moqueries que je subis depuis des mois se sont trompés. Ma détermination, mon envie de combattre pour la vérité et la justice, pour l'Europe et pour l'écologie, sont décuplés. La campagne officielle commence. Je me demande quelle va être la différence avec celle qui n'était pas officielle, mais je vois que c'est encore beaucoup de travail. Mais oui, on dit que c'est un seuil qui est franchi. Je suis venu donner mon inscription à la grande école. Vincent Hugeux, quand on entend Jean-Luc Mélenchon, ça ne change rien? Ou est-ce qu'on entre maintenant dans une nouvelle étape de la campagne, une étape... Je ne crois pas du tout à une césure entre l'avant et l'après. C'est un argument qui est invoqué notamment par Marine Le Pen, qui nous explique qu'elle a mobilisé toute son énergie pour aller arracher une à une les signatures et que maintenant on va voir ce qu'on va voir. Non, la campagne elle a commencé. Les paramètres du débat, ils sont posés, ils sont connus. Simplement, on peut souligner à ce stade un paradoxe. On a Dominique de Villepin, un ancien Premier ministre de la République française, qui a été par ailleurs patron du Quai d'Orsay, qui ne parvient pas aux 500 signatures. J'en viens presque à me demander, en l'écoutant, s'il n'y a pas une forme de soulagement chez lui, d'ailleurs, au passage. Bon, psychanalyse à 3 francs CFA. Ça l'évitera peut-être de rallier officiellement Nicolas Sarkozy. Il doit y avoir quelque chose de l'acte manqué là-dedans. Mais par ailleurs, on a un Jacques Cheminade. Ouais, candidat permanent, le turiféraire dans l'hexagone du fameux Lyndon LaRouche, qui lui obtient sans trop de tracas ses 500 signatures. Il y a là quand même quelque chose d'assez singulier. Alors justement, Christian Mallard, est-ce qu'il faut changer ce système des parrainages? Oui, je pense qu'il faut changer ce système. Enfin, c'est vrai, quand on voit tous ces candidats, moi, je suis surtout un observateur pour des chaînes étrangères, puisque je ne traite pas la politique intérieure là où je suis. Mais franchement, moi, il y a des candidats, Madame Lepage, elle peut tourner la page, sans jeu de mots. Moi, il y a des candidats, je me demande ce qu'ils font là. Moi, je pense que les Verts se sont trompés en ne prenant pas Cohn-Bendit. Il y avait quelqu'un d'intelligent, de sérieux. On est allé chercher Madame Eva Joly. Ça, c'est leur problème.
Mélenchon, je pense qu'il est en train de faire une super campagne qui va avoir un pourcentage beaucoup plus élevé que celui auquel on pense. Et je pense qu'elle arrive à vendre très cher sa peau pour avoir une bonne place dans un futur gouvernement Hollande. Si Hollande est élu, je pense qu'il va faire monter les enchères. Je crois que c'est très intéressant de voir Mélenchon. Mais je pense qu'au deuxième tour, on aura Hollande et Sarkozy. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y aura Mme Le Pen au deuxième tour. Ziad Imam, est-ce qu'il faut changer ce système des parrainages? Je sais pas, il en faut un. Le problème, c'est toujours la même chose. Il faut un filtre quelque part dans la démocratie pour ne pas avoir des candidatures totalement fantaisistes. Ou peut-être qu'on pourrait ouvrir le champ à qui il voudrait. Mais moi, je trouve que 500 signatures, c'est quand même pas la mer à boire. Je ne sais plus quel est le pool de signataires possible, mais c'est par milliers. 36 000 maires, et je crois que les conseillers généraux, les élus locaux... Et puis il y a les pressions exercées en coulisses qui sont terribles. Alors je pense qu'il y a des consignes qui sont données. Non, je pense qu'il y a des consignes. Oui. Je ne sais pas s'il y a des consignes, mais je pense que 500 signatures, on devrait y arriver. Là où je suis un peu d'accord, c'est qu'on s'aperçoit que comme tous les bons systèmes, il a des mauvais côtés et qu'il crée des drôles de situations. Qu'un parti comme celui de Marine Le Pen ait du mal, littéralement du mal, même s'ils dramatisent un peu à chaque fois leur histoire, mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils aillent les chercher, leurs 500 signatures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 500 maires pour le Front National en France, ou qui n'osent pas signer pour le Front National, c'est quand même très parlant. Et qu'on a des folkloriques ou des ultra-gauchistes, moi je n'ai rien contre l'ultra-gauche, mais enfin c'est vrai qu'au XXIe siècle on pourrait se poser la question, qui obtiennent... Enfin, ça rame, mais ça rame pas tant que ça. Donc il y a une espèce de... Ça révèle aussi des contradictions de la société française qui sont pas inintéressantes. Mais il faut un système. Paul Taylor, ça se passe comment au Royaume-Uni? Au Royaume-Uni, il faut déposer une somme d'argent et si on ne recueille pas un seuil minimum de voix, je suis désolé, je ne sais pas exactement le seuil, on perd sa mise. Mais ça ne décourage pas des candidatures fantaisistes de gens qui ont un petit peu d'argent. Mais en général, la Grande-Bretagne ne brille pas par sa transparence du financement politique. Ce qui, moi, me frappe jusqu'ici, et peut-être là, il y a une petite césure quand même avec la campagne officielle, c'est qu'il y a des émissions politiques françaises à longueur de soirée où on ne peut pas mettre la télévision sans avoir 3 heures de Nicolas Sarkozy interrogé, enfin, en débat avec des Français, ou alors 2h30 de François Hollande hier soir. Et ça, une fois qu'on est dans la campagne officielle, c'est un peu limité. Donc, curieusement, paradoxalement... Il y aura une égalité du temps de parole. Paradoxalement, au fur et à mesure qu'on s'approche de la date de l'élection, on voit moins les candidats à la télévision. Mais ça aussi, il faut des règles en démocratie, on est d'accord. Mais comment on va faire pour donner le même temps à l'ami de Vincent, M. Cheminade, et à Nicolas Sarkozy? Il y a vraiment... je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans le débat de l'organisation d'une grande élection dans un pays démocratique. C'est très intéressant. Je suis quand même surpris que Dominique de Villepin n'ait pas les 500 signatures. Est-ce qu'il y a eu des pressions pour qu'il ne les ait pas? Je me pose la question. J'affirme rien, j'en sais rien. Mais je me dis quand même, ce personnage a quand même des gens qui votent pour lui dans le pays. Hein? Des petits crocs de boucher qui seraient passés par là? Il y a peut-être des petits crocs de boucher qui sont passés par là, je ne sais pas. Il y a un phénomène qui est aussi assez insolite que relevait Ziad à l'instant. Au fond, la direction du Front National devrait s'interroger sur la normalisation de son image. Si effectivement on ne trouve pas dans l'Hexagone 500 élus, même pas nécessairement des maires, qui vont vers ce Front National au nom de la représentation. Il eût été évidemment fâcheux, j'ai bien dit fâcheux, que le Front National ne soit pas dans l'arène, mais je pense que Mme Le Pen, qui a d'ailleurs, alors elle, là effectivement, petite césure, a droitisé considérablement son discours dès hier soir, dans un meeting impérissable à Palavas-les-Flots. Elle devrait quand même un peu s'interroger là-dessus. Une des hypothèses de travail sur laquelle, paraît-il, on phosphore en ce moment, ce serait de rompre totalement cette logique des parrainages d'élus pour aller à un parrainage de citoyens. Mais cette fois-ci, évidemment, dans un périmètre beaucoup plus important. Mais ça serait une élection à 3 tours, alors. Hein. C'est-à-dire qu'on ferait d'abord un parrainage citoyen. C'est-à-dire, vous voulez dire que le citoyen voterait... Non. 100 000, par exemple. 100 000 électeurs français. 100 000 électeurs français, pardon. Voilà. Dirait, moi, je soutiens la candidature d'un tel. Et ça suffirait à la qualifier. Alors, il y a un petit souci, c'est qu'il va falloir recruter du monde au Conseil constitutionnel. Parce que s'il faut feuilleter 100 000 cartes d'identité sur des cas litigieux, comme les petits partis, ou s'il faut trouver le super logiciel qui va... Je dirais simplement que quand même le résultat de ce système actuel est quand même, on a un éventail à peu près représentatif du champ politique français.
Donc on peut, peut-être, oui, sur représentation d'ultra-gauche, effectivement, mais ça c'est leur conflit de chapelle. Je veux dire, mais ça prouve qu'ils ont la France est un pays tellement riche qu'elle permet d'avoir 2 partis trotskistes, plus un parti mais une absence, à propos d'ailleurs de la représentation de la France, une absence totalement regrettable, celle d'un certain David Derrien, alias Dédé Labeyot, qui voulait représenter la biodiversité et la cause apicole. Oui. Ce soir, M. Derrien a les abeilles. Le Parti de l'amour non plus n'est pas là. Le Parti de l'amour nous aurait fait du bien. Je veux dire, ça, Bon, je vous propose de regarder les sondages de la semaine. Et ils sont assez intéressants, vous allez le voir, puisque certains d'entre eux montrent qu'au premier tour, Nicolas Sarkozy ferait jeu égal avec François Hollande. Et même dans certains sondages, comme ce sondage IFOP que vous voyez, qui date d'hier, 28% pour Nicolas Sarkozy, 26,5% pour François Hollande et 10% pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, donc, qui passe la barre des 10% dans ses intentions de vote. Christian Mallard, que s'est-il passé? Pour Mélenchon? Non, d'abord, que s'est-il passé pour Nicolas Sarkozy? Il y a eu sans doute le coup de vide-pinte. Bon, je pense qu'il y a eu peut-être un déclencheur, une dynamique nouvelle. Est-ce que ça suffira maintenant pour qu'il puisse être gagnant au 2e tour? Ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai toujours pensé en tant qu'observateur qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui, moi, que j'entends dire, déçus par Sarkozy, ne voulant pas voter pour Sarkozy, et qui finalement, quand ils voient Hollande, se disent « Hollande n'a pas grand-chose à offrir, et finalement, quel est le moindre mal ?» Alors on voterait pour le moindre mal, ça serait Sarkozy, ou alors pour Hollande par défaut. Ou par anti-sarkozysme aussi, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont contre Sarkozy. Donc je ne sais pas, mais j'ai toujours pensé que le débat qui aura lieu entre les 2 tours, je pense qu'il sera décisif. Je pense que ça serait comme une finale de poids lourd en boxe. Et je pense ce que vous nous dites, c'est que vous pensez que ce n'est pas gagné encore pour François Hollande, qui pourtant, pour le second tour, les intentions de vote, on les a découvertes tout à l'heure, est donné très largement Moi, je reste gagnant. très prudent jusqu'au bout. De prime abord, oui, tout laisse à penser qu'il va gagner au 2e tour, mais il peut se passer tellement de choses, d'événements qui peuvent intervenir d'ici le 2e tour, qui peuvent avoir un impact et qu'on ignore aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même rester très prudent. Paul Taylor. Alors, moi, j'observe que Sarkozy essaye de ratisser à droite, c'est clair, de reprendre une partie des électeurs tentés par Marine Le Pen. C'est donc le discours de Villepinte où on crée un petit peu de toutes pièces des conflits avec l'Europe sur Schengen, donc c'est-à-dire sur la libre circulation des personnes et sur le commerce international. Des conflits qui sont quand même un peu artificiels, il faut le dire. Des négociations en Europe qui sont en cours. à Bruxelles en ce moment, vous qui suivez les questions européennes, entre François Hollande qui dit qu'il veut renégocier le pacte budgétaire et Nicolas Sarkozy qui dit je veux revoir Schengen, il doit être ravi. Tout le monde est candidat contre l'Europe. Il y a une phrase de quelqu'un à Bruxelles qui dit qu'il faudrait leur dire qu'il y a le monde à l'extérieur de la France. Et il y a quelque chose qui relève de ça. Moi, je pense aussi que tout ça est un peu fluctuant parce que pour le moment, on ne ressent aucun souffle. On a des positions très très extrêmes des 2 candidats, entre celui qui veut prendre 100% aux riches et l'autre qui veut détruire Schengen. Mais il n'y a pas un souffle en ce moment qui porte l'un des deux, une image, une envie, quelque chose qui relève un peu du charnel. On sent rien. Donc les gens sont un petit peu quand même dans une espèce d'expectative entre 2 candidats qui proposent des choses quand même. Je pense que si le vote blanc était pris en compte, ça serait le premier parti de France aujourd'hui. Et ça explique aussi que des gens comme Mélenchon trouvent une partie de leur place. Et ça explique aussi pourquoi quelqu'un comme Bayrou, avec ses espèces de solutions à moitié ceci, à moitié cela, se délite petit à petit. Je pense qu'en ce moment, les gens ont besoin qu'on leur parle de manière assez franche, peut-être. Vincent. La remontée de Nicolas Sarkozy me semble encore aléatoire et réversible, au sens qu'il a quand même bétonné un électorat relativement corseté à droite. En revanche, il me semble que François Hollande a déjà vécu son état de grâce préélectoral. Il a mangé son pain blanc. Et il m'apparaît aujourd'hui comme le meilleur agent électoral, en dépit des efforts qui sont les siens pour garder la ligne. Il a, me semble-t-il, aujourd'hui la fonction involontaire de meilleur agent électoral de Jean-Luc Mélenchon. Le contraste entre le verbe un peu va de la gueule, soyons clairs, de Mélenchon, et puis ce côté précautionneux. Christophe Barbier de l'Express a fait un très bon édito au vitriol. Magnifique édito. Ouais. Et par ailleurs, un François Hollande qui doit continuer de ratisser large, qui doit déjà penser aux arrangements de second tour, etc., qui est menacé en permanence de déchirures musculaires sur la fiscalité, etc., qui est bousculé hier soir par
un Jean-François Copé, goguenard et teigneux comme il sait l'être, je crois qu'il a des soucis à se faire. Et on sent déjà des petites craquelures à l'intérieur de la nébuleuse jusqu'alors euphorique du Parti socialiste. Donc je crois que la compétition reste très ouverte. Un mauvais sondage, c'est pas mal aussi pour les socialistes, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit côté on fume des joints, on va gagner. Là, ils sont retournés à l'eau minérale. Bon, après, il y a aussi le lapsus absolument terrifiant du directeur de campagne Moscovici, qui se plante, qui dit tout sauf Hollande au lieu de tout Hollande. Enfin bon, il y a quand même du stress. Moscovici. Il y a de la fébrilité au sein du PS. Oui. Paul Taylor, comment vous voyez cette campagne? Est-ce qu'elle vous intéresse? Je pose souvent la question justement à nos chroniqueurs internationaux, aux éditorialistes. Est-ce qu'elle vous intéresse cette campagne en France? Est-ce que vous trouvez un personnage plutôt sympathique, par exemple Jean-Luc Mélenchon? Quel regard vous portez sur cette campagne? Le regard que je porte sur cette campagne, c'est quand même un petit peu agacé par cette espèce de recherche de l'angle anti-européen pour caresser l'électeur du non au référendum dans le sens du poil, et puis un petit peu aussi par un certain illettrisme économique assez largement partagé et qui on n'ose pas, personne n'ose dire la vérité à l'électeur français sur les réformes qui attendent ou qui seraient nécessaires pour que le pays... Vous pensez qu'on ne nous dit pas la vérité? Je pense qu'on se garde bien de dire... que ça va être dur. C'est difficile d'être élu avec la vérité, mais on a vu dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, que les gouvernements arrivent à le dire et à le faire. Et je pense que bientôt, la France risque d'être isolée en Europe comme le pays le moins réformé. Parce que regardez, l'Italie qui était en bas de la classe est en train de se réformer, l'Espagne aussi, tout autour, bon, l'Allemagne a pris une longueur d'avance. Où est la France ? C'est un peu bon. Où est la France? C'est un peu sévère parce que le pays, tout en étant en difficulté, est moins en difficulté que ne l'était l'Italie. Et on sent aussi que les électeurs sont, même s'ils aimeraient qu'on leur parle du paradis avec le miel, l'effritement par exemple de Marine Le Pen, c'est parce que les gens se disent aussi que ce qu'elle dit sur le plan économique, c'est totalement n'importe quoi et que ça ne tient pas la route. Non, mais ce qu'elle dit, la sortie de l'euro, les frontières, les gens sentent bien que tout ça, ça ne peut pas les mener en dehors de la crise. Et les gens... Moi, je pense que les gens ont besoin de messages forts sur la crise, mais pas d'anathème comme on a en ce moment. Est-ce que Paul Taylor n'a pas raison aussi, Vincent Hugeux, quand il dit finalement on n'arrive pas à réformer en France? Quand vous voyez par exemple les retraites, que les socialistes veulent revenir sur la réforme des retraites, alors qu'en Allemagne on est à 67 ans, que partout cette réforme des retraites est revue, il y a une sorte de fossilisation en France. Les Français ont ceci, les Français ont ceci d'insolite qu'ils exigent qu'on leur dise la vérité, mais ils ne veulent pas l'entendre. Le candidat ou l'un des candidats qui formule, chiffre à l'appui, les remarques ou les propositions les plus alarmantes sur l'endettement, etc., c'est François Bayrou. Or, il reste à un étiage 12, 13, 13,5. Ça veut dire que c'est comme, en France, la question des programmes. Ah oui, on va débattre programme contre programme. Mais c'est pas vrai. Les programmes, tout le monde s'en fout. Les gens ne se déterminent pas, hélas. Quel est le pourcentage d'électeurs français qui va aux urnes le dimanche après avoir lu les programmes? À mon avis, on est en dessous de 5%. C'est un choix de personne. Donc voilà, il y a une ultra-personnalisation de cet arbitrage. C'est un choix de personne. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, dans ce pays, il faut le voir, un très fort anti-Sarkozy sur lequel joue Hollande. Et c'est ça, quelque part, je veux dire... Que là-dessus. Mais il ne joue que là-dessus. Moi, j'ai entendu des gens quand même me dire que, enfin, je ne citerai pas le nom du restaurant, mais il y a quand même des gens très proches de M. Hollande qui disaient, de toute façon, on n'aura pas beaucoup d'efforts à faire parce que de toute façon, on joue sur l'anti-sarkozisme. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement anti-sarkozyste dans ce pays, mais je pense qu'il ferait quand même bien de faire attention parce que ce n'est pas avec uniquement l'anti-sarkozisme qu'on peut gagner. Et moi, je pense que si c'est pour avoir un retour en arrière aux années Mitterrand avec des réformes qui sont complètement dépassées aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'ils se fassent... ils ont du souci à se faire. Je veux dire, les Français sont quand même pas des idiots. Ils vont réfléchir. Et attention, il ne faut pas être euphorique. Attention, voilà, ce sera le mot de la fin pour la première partie de ce débat. On se retrouve dans un instant pour la suite donc, de notre semaine dans le monde. Nous parlerons des 1 an de la révolution syrienne et du Qatar qui entre cette fois au capital de LVMH. Le Qatar qui investit beaucoup en France. On en parle là tout de suite.